Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, nous avons un message très important à vous transmettre. Vous le savez, nous sommes une radio complètement indépendante car vous êtes notre seule source financière. Pour que Radio Courtoisie continue à vivre, nous avons besoin de vous. En nous soutenant, vous bénéficierez donc d'une déduction fiscale de 66%. Alors cette année, soutenez Radio Courtoisie sur notre site internet ou par chèque. Il n'y a pas de petits dons, chaque participation compte. Merci à tous. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Le conflit israélo-palestinien enflamme les débats et les consciences depuis le 7 octobre dernier, mais à environ 3000 km de la bande de Gaza se poursuit une autre guerre délaissée par la presse, mais pas que. Où en est donc le conflit russo-ukrainien ? On en parle aujourd'hui avec Didier Maisto. Bonjour Didier. Bonjour Maud, bonjour à toutes et à toutes, puisqu'il faut dire les deux maintenant. Absolument. Et notre invité Vladimir Fedorovski. Bonjour monsieur. Bonjour. Vladimir Fedorovski, vous êtes diplomate et écrivain russe d'origine ukrainienne et aujourd'hui français. Vous êtes titulaire de nombreux prix littéraires, notamment du Grand Prix Palatine du roman historique pour le roman de Raspoutine, paru aux éditions du Rocher. Et vous êtes plus récemment l'auteur d'un livre intitulé Le diplomate venu du froid, paru aux éditions Ballant. Vladimir Fedorovski, vous disiez il y a un mois que nous vivions peut-être le moment le plus dangereux de l'histoire du monde en évoquant les différents conflits qui perdurent depuis quelques mois, quelques années même. Vous disiez aussi que la diplomatie était morte. Pourquoi pensez-vous cela ? Vous savez, je décris ça dans mon dernier livre, Le diplomate venu du froid. Je décris les situations que j'ai pu gérer autrefois. Quand j'étais jeune diplomate, j'ai pensé d'ailleurs à Kissinger, j'ai assisté au premier moment de la gestion de la crise de guerre de Kippour. Et après, il y avait un moment en 1983 quand le monde pouvait tomber aussi dans la guerre mondiale. Il y avait une différence par rapport à la situation d'autrefois aujourd'hui. Avant, les gens donnaient les marges pour les manœuvres, pour le compromis. Aujourd'hui, tout le monde est dos au mur. Vous comprenez, les Ukrainiens sont dos au mur, ils ont fait l'échec de leur contre-offensive. Maintenant, ils passent à une sorte de palestinisation de la guerre parce qu'ils vont pratiquer le sabotage et les actes de terre, vraiment les assassinats sur les territoires russes, etc. Hier encore, ils ont reconnu qu'ils ont tué 2 personnes très importantes là-bas. Après, les Américains, s'ils perdent, vous savez, c'est la fin du monde, surtout pour ce groupe de néoconservateurs américains qui détruisent la politique américaine. Évidemment, Poutine, c'est même pas Poutine. Les Russes, pour les Russes, c'est pas la guerre contre l'Ukraine, c'est la guerre pour l'existence de la Russie. Vous voyez, il n'y a pas de marge de manœuvre. Et deuxième élément, si on me permettait juste un mot, oui. Pendant la guerre froide, il n'y avait pas de mélange de genre entre la politique et la propagande. Aujourd'hui, tout se mélange, les gens mentent et croient à leurs mensonges. Et il y a une grande approximation de la prise de décision. Alors justement, bonjour cher Vladimir, vous êtes intervenu avec force parfois dans les médias pour déplorer justement ce mélange des genres entre ceux qui avaient une vraie connaissance politique et géopolitique et ceux qui venaient tous les jours nous raconter une fable, en rigolant souvent d'ailleurs. Les mêmes qui nous parlaient du Covid sont devenus soudain, ils nous en parlaient très mal d'ailleurs, ils sont devenus des spécialistes de la Russie, de l'Ukraine. Et aujourd'hui, les spécialistes de Gaza. Et aujourd'hui, des spécialistes de Gaza. Alors justement, quel regard vous portez là-dessus ? Et quels sont les risques de cette propagande à grande échelle ? Parce qu'on voit bien aujourd'hui, on nous a seriné avec l'Ukraine qui allait faire sa contre-offensive, qui avançait, etc. Il n'en est rien. L'Ukraine, c'est une catastrophe. Des milliers de morts, peut-être 1000 morts par jour, d'après ceux qui sont sur le terrain. Un front qui fait 1000 km de long sur 30 km de profondeur. Des gens enquistés qui n'avancent pas. Et on nous a vendu tous les jours, ah ben l'Ukraine. Et avec les conséquences que l'on sait aujourd'hui. Et vous insistez en tant que diplomate
sur le fait qu'il faut se parler, qu'il faut renouer les liens du dialogue, y compris avec Poutine, y compris avec tout le monde, parce que c'est la seule solution. Vous savez, la solution est simple aujourd'hui. Comme tout le monde est dos au mur, vous avez raison de souligner qu'on a raconté n'importe quoi. Vous vous souvenez, c'est des jours, moi je suis même gêné quand je viens, vous cliquez, vous regardez ce qu'ils vous ont raconté, Poutine va mourir. Tous les jours, il y a les offensives qui vont aller jusqu'à la Crimée. Ils ont raconté que les sanctions, elles ont donné les résultats. Et après, il y a la douche froide, simplement de la réalité. La réalité. Et ça, c'est une chose gravissime en soi. Pendant la guerre, finalement, il y a la propagande toujours. J'ai pu parler plusieurs fois avec Kissinger. Il considérait que aussi pendant la guerre froide, il y avait les gens beaucoup plus compétents, mais aussi il y a les règles. Moi, je décris ça dans le diplomate ligne du froid, comment on a créé ce monde, quelles ont été des lignes ont été créées. J'ai écrit personnellement plusieurs traités, rien n'existe aujourd'hui. Et ça, c'est gravissime. Oui, mais en soi, la propagande existe. Ce qui est très grave, quand les gens mentent et croient à leurs mensonges. Et ça, c'est un élément tout à fait nouveau. Et devant cette situation, soit on va jusqu'au bout de l'exercice, mais dans ce cas-là, il faut accepter l'apocalypse. Les Russes, ils ont, dans certains domaines, une supériorité dans les armes nucléaires. Évidemment, si on va vers le conflit nucléaire, c'est la fin du monde. Et soit on essaie de renouer le dialogue. Et même pendant les pires moments de la guerre froide, je raconte les choses pittoresques, les choses, la chute du mur, les choses comme ça, quand j'ai participé. Mais dans les pires moments de la guerre froide, on a gardé les contacts. Oui, et puis il y a des moments, si vous voulez, quand il y avait par exemple des troupes américaines qui faisaient des mouvements et que les Russes étaient prêts à attaquer, vous le dites dans votre dernier livre d'ailleurs, les gens prenaient l'avion, allaient discuter, décrochaient leur téléphone, ils disaient qu'est-ce qui se passe vraiment, et puis ça s'arrêtait en disant mais non, ça se passe pas comme ça, on va pas vous attaquer. Aujourd'hui, vous dites à la fois l'incompétence, la propagande, des médias qui racontent n'importe quoi et qui nourrissent le sentiment de la rue aussi, il faut bien le dire, et vous insistez là-dessus. Et je voudrais vous interroger vous parlez d'apocalypse, vous avez une hypothèse qui fait partie de 3 hypothèses que vous développez, qui est la guerre par palier. Aujourd'hui, on en est là, à Gaza, mais demain, ça peut déborder évidemment avec le Liban et ensuite l'Iran, et ensuite le Caucase. Et vous dites, si ça déborde jusqu'au Caucase, là, on est dans un conflit mondial. Et comme Poutine dit que le monde sans la Russie ne m'intéresse pas, ça veut dire qu'il peut aller jusqu'au bout, jusqu'à la guerre nucléaire. Et ça, pour vous, vous n'écartez pas du tout, il y a un moment que vous le dites, vous n'écartez pas du tout cette hypothèse que vous pensez plausible et probable. C'est non seulement probable. Il y a une chose qu'il faut comprendre. On parle de l'Ukraine. Dans l'Ukraine, je vous ai dit, c'est l'impasse, c'est les scénarios qui existent. Les Ukrainiens gagnent, ils vont aller à Crimée, les Russes réagissent avec toutes les armes. Poutine le dit. Et ça, moi j'étais à l'intérieur du Kremlin, je raconte leur mentalité. Ils ont, dans certains domaines, tout le monde reconnaît maintenant la supériorité, dans les armes nucléaires, ils vont réagir. Les Russes, ils sont en train d'avancer. Il y a une sorte de vertige d'avancement. Ils peuvent aller à l'Odessa. Les Américains sont formels. On va utiliser tout. Hier encore, il a dit il n'excluait pas le conflit direct. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le conflit direct, c'est la fin du monde. D'ailleurs, je vais vous dire, ceux qui vont profiter, c'est peut-être les Africains, les Chinois, mais l'Europe et la Russie et les États-Unis, ils n'ont pas existé tels qu'elles sont. Oui, d'ailleurs, il y a un renforcement des liens diplomatiques entre la Russie et la Chine qui sont exactement sur la même ligne et qui utilisent les mêmes mots d'ailleurs et qui n'ont pas intérêt à l'embrasement. C'est votre analyse aussi? Absolument. Et les gens sous-estiment mon aspect, et même les spécialistes, mais je connais la situation réelle, leur coopération dans le domaine militaire, d'ailleurs dans le domaine nucléaire, très strict. Parce que vous savez, les Chinois, ils ont dégarni leurs frontières avec la Russie et les meilleurs, éléments de leur force nucléaire sont basés
là-bas. Vous avez eu une grande tendance de souligner le danger que ça peut déraper aussi du côté de l'Iran. Parce que, soyons très francs, j'étais autrefois spécialiste du monde arabe, interprète de dirigeant du Kremlin de la langue arabe. Je connais la situation réelle. Oui, rappelons pour les auditeurs que vous avez commencé auprès de Brejnev pour la politique arabe et que vous étiez traducteur pour le Kremlin, un traducteur officiel. Absolument, traducteur du Kremlin de la langue arabe. J'ai assisté physiquement à cette rencontre surréaliste que je décris dans la réalité complètement surréaliste entre Kissinger et Brejnev. Et vous savez comment ça a commencé? Brejnev, il était très émotif, c'était un dirigeant. D'ailleurs, vers la fin, il était gâteux, mais pas gâteux comme Biden. Il a gardé toute sa tête. Vous comprenez? Et vous dites aussi toute sa bouche aussi, vous dites. Absolument, il a s'embrassé sur la bouche. Cet épisode, j'étais jeune diplomate, j'étais complètement ahuri d'ailleurs, etc. Je voudrais rajouter aussi un aspect de troisième scénario qui se développe ces derniers jours. Je vous ai parlé des actes d'assassinat d'hier. Vous comprenez, vous vous souvenez, j'ai parlé de la palestinisation du conflit ukrainien. Quand les gens sont dos au mur, les Ukrainiens sont dos au mur. On aurait pu parler de la situation intérieure de l'Ukraine, mais cette controverse, utilisons d'un mot, dont quelqu'un que je décris aussi, mon ami Salvador Dali, surréaliste, quand il y a ce conflit entre le chef d'état-major, je parle ukrainien, Zaloujny, soutenu par les Américains, et le président Zelensky, qui a d'ailleurs, d'une manière encore une fois surréaliste, n'a pas pu parler hier au Sénat américain. Tout ça, la situation est complètement dingue. Mais je vais vous dire, les actes de sabotage, ils sont, l'assassinat en soi d'ailleurs, en Occident on n'en parle pas assez parce que cette palestinisation de conflit, mais il y a le danger des actes de sabotage contre 15 réacteurs nucléaires qui ne sont pas sécurisés en Ukraine. Vous voyez, le dérapage peut venir là-bas et c'est pour ça... Oui, parce que ce que vous dites, vous, quand les nations sont dos au mur, quand les belligérants, ou en tout cas l'un d'entre eux est dos au mur, les dirigeants peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas tout maîtriser sur le terrain. Et les dérapages peuvent venir comme ça, exploser d'un coup, c'est le cas de le dire, sans que ce soit une volonté des états-majors. Et effectivement, là, on est dans cette situation-là, et c'est pour cela que vous dites que c'est très 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 dangereux et qu'on peut arriver dans un conflit comme on n'en a jamais connu. Et vous parlez d'apocalypse. Exactement. Et je dois vous dire que j'étais réconforté il y a 48 heures. Washington Post, qui est un des journaux les plus pro-ukrainiens du monde, mais il a écrit un énorme article, vous savez, c'est-à-dire c'est des pages entières sur l'histoire secrète de l'échec de l'offensive ukrainienne, et il arrive à la même conclusion qu'on est dans la possibilité de dérapage, même indépendamment de la volonté du président. D'ailleurs, ils décrivent, moi je disais toujours, quelle approximation dans l'analyse. Au début, Poutine s'est trompé quand il a pensé qu'il peut avancer très vite. Mais après les Occidentaux, on va mettre la Russie sur les genoux, Poutine va mourir, les choses comme ça, l'économie... Oui, il faut dire que dans la première année de ce conflit, bon, il y a eu des lourdes erreurs, effectivement, de Poutine, qu'il a ensuite... qu'il a réparé, si j'ose dire, dans la stratégie. Mais il y a eu aussi beaucoup d'erreurs d'analyse de la part des chancelleries occidentales, notamment. Et alors suite, bon, la caisse de résonance des médias, qui ne sont évidemment qu'une caisse de résonance, puisque les gens spécialistes du Covid ne deviennent pas spécialistes de géopolitique, comme on le disait en préambule, du jour au lendemain. Donc ils ont raconté n'importe quoi. Mais j'aimerais vous entendre, Vladimir Fedorovski, sur votre lecture de ce qui vient de se passer aux États-Unis, puisque Biden n'arrive pas à boucler son budget. Les plus conservateurs ont refusé cette rallonge de 106 milliards de dollars, à peu près 98 milliards d'euros, pour aider l'Ukraine et aussi Israël, pour partie. Et donc, en contrepartie, ils demandent des efforts
drastique sur la politique immigrationniste de Biden, et Biden s'est dit prêt à faire des compromis. Selon vous, est-ce qu'on va aboutir au bouclage de ce budget, ou est-ce que là on est dans une nouvelle étape? Et pour que tout le monde comprenne bien, on voit bien aussi que Zelensky commence à être lâché, y compris en interne par son chef d'état-major et d'autres responsables de l'armée, par sa population qui dit on n'en peut plus, bring the boys back home, en quelque sorte, les gens n'en peuvent plus, c'est un massacre, c'est une boucherie, on est fatigué, on n'a plus de matériel, on n'a plus d'armes, on nous envoie à la boucherie. Quelle est votre lecture de ce dernier événement? Je vais vous dire, moi je suis assez prudent sur ce plan-là, parce que les Américains, maintenant, ils sont obligés de donner quelque chose à l'Ukraine, parce que s'ils arrêtent ça, si ça continue comme aujourd'hui, la réalité, les Ukrainiens, ce sera un échec retentissant. Et l'échec retentissant aussi pour l'Occident. Il faut dire qu'il faut les néoconservateurs américains qui sont aussi dos au mur, peut-être ils veulent, vous savez, faire amputer cet échec aux républicains. Ça, c'est un élément. Ça, c'est un élément à prendre en cause, mais je pense que les choses vont arriver. Mais dans la dernière, on a eu l'écho de ça dans la dernière visite d'Austin, secrétaire d'État à la Défense américain à Kiev. Les Ukrainiens ont demandé 7 fois de plus d'argent. 7 fois de plus, c'est les sommes qui n'existent pas. Ils disent que pour que ça continue, il faut avoir pas 61 milliards, mais 7 de plus. C'est impossible de donner. Il y a un élément aussi qu'il faut comprendre, que le complexe militaire industriel, d'ailleurs, c'est la faute d'analyse majeure, non seulement des journalistes, mais des chancelleries. Ils ont pensé que la Russie ne peut pas produire les munitions. Aujourd'hui, la munition produit bien plus de munitions que tout l'Occident réuni. Oui, parce que soyons très factuels. L'Europe, on n'en parle même pas, puisqu'il n'y a pas beaucoup de capacité de production, mais les États-Unis sont à court d'argent, mais aussi à court de fabrication, ils ne peuvent plus produire. La Russie, qui, elle, a gardé une industrie très forte, a gardé des ingénieurs, a beaucoup investi dans les programmes militaires, et qui, sans doute, est aidée par des pays comme la Corée du Nord, peut-être aussi l'Iran, pour un certain nombre de technologies, et qu'on voit qu'avec ce déplacement, je dirais, de ce barycentre qui est le nouveau, que sont les BRICS, d'une certaine manière, là, le centre de gravité du monde est en train de se déplacer sur fond de dédollarisation et d'absence de domination. En tout cas, c'est le début de ce processus des États-Unis, même si les États-Unis restent très puissants. Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Est-ce que là aussi, on a sous-estimé la capacité de la Russie à résister, à produire des armes et à envoyer des troupes? Parce que je rappelle qu'il y a 200 000 personnes qui sont en attente, des soldats que Poutine n'a pas encore utilisés, mais qui sont au cas où, et qui peut tout à fait mettre pour une victoire décisive dans ces prochains jours, peut-être. Je dois vous dire que vous évoquez 3 sujets hyper importants. Je suis très sensible à la pertinence de votre analyse. Le premier élément, vous évoquez ces 200 000 personnes qui sont prêtes à entrer en jeu. Je dois vous dire que ça peut se passer très rapidement, parce que la pression de l'opinion publique, c'est une pression très, très grave. Je dois vous dire que les gens calculent mal aussi les répercussions de leur action. Par exemple, les Ukrainiens, ils pensent que tuer les gens sur le territoire de la Russie, ça va provoquer la désunion de l'opinion publique russe. Au contraire, l'opinion publique russe se réunit derrière Poutine. D'une part, c'est une évidence. D'ailleurs, la propagande occidentale qui contribue largement, parce que la Russie a la perception que c'est pas la guerre contre l'Ukraine, mais la guerre pour l'existence de la Russie. Et ça, c'est un élément à prendre en cause. Deuxième élément, ça concerne cette tradition que vous avez évoquée avec beaucoup de pertinence, la tradition du complexe militaire industriel. Là-bas, les gens travaillent autrement.
ils ont un autre système. Je parle souvent de ces trois équipes qui se relaient toute la journée, 24 heures sur 24, complexe militaire industriel de travail. Tout le monde reconnaît. Hier, j'ai rencontré les grands généraux français, ils le savent très bien. Et ça, c'est un élément. Et quatrième élément est tout à fait symbolique. Je dois vous dire que quand Zelensky il s'est désisté pour parler au Sénat américain, sans explication cohérente, parce que les explications ont été données dans le sens et dans l'autre, ça a étonné. Même les Américains étaient étonnés sur ça. Poutine, il fait ce voyage remarqué, c'était le voyage dans les pays arabes. Et c'est un élément à rajouter, je parle. Oui, il a été accueilli comme... Aux Émirats, hier, avec le prince héritier saoudien, oui. Ils ont parlé du pétrole. C'est un autre monde qui s'est passé. Et peut-être l'erreur la plus grave de l'analyse, c'était dire que c'est la fin de la Russie. La Russie, ils ont utilisé des mois et des mois, et la Russie est isolée, elle est seule. 85% des pays aujourd'hui, de la population du monde, ne soutient pas les sanctions et continue à travailler avec la Russie. Oui, et puis à terme, énorme. 85% ne soutiennent pas. Vous avez, c'est un autre monde qui est en train de changer. 75%, Vladimir Fedorovski, de la population mondiale est dans les BRICS, hein, ça fait quand même beaucoup de monde. Ça va être bientôt la moitié du PIB mondial. On parlait effectivement du centre de gravité qui se déplace, parce qu'on voit que Poutine est accueilli vraiment comme le Messie dans les pays arabes. On voit des accords sur tous les sujets, des accords agricoles, par exemple avec la Chine. On voit le PIB de la Russie qui est en train d'augmenter, alors que notre ministre de l'économie voulait mettre l'économie russe à genoux, et que nous sommes bientôt, c'est déjà le cas de l'Allemagne, mais peut-être la France et la zone euro, en récen. Et donc, je crois qu'on va être coupé par le journal. C'est la réelle politique, Vladimir. Et on reparle tout de suite après. C'est l'heure du bulletin d'actualité de Marie-Fay Licon. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Didier Maistre. Oui, Vladimir Fedorovski. Donc, on parlait de cette situation mondiale, ce nouveau équilibre, hein, ces nouveaux pôles qui sont en train de naître, avec la Russie qui tire parfaitement son épingle du jeu. Quelle est votre lecture ? Est-ce que c'est la vôtre aussi par rapport à ça ? Absolument, absolument. Je dois vous dire qu'il ne faut pas sous-estimer, bien entendu, encore les mois à venir qui sont pleins de dangers. Parce que ça ne se passe pas comme l'Occident. Je conseille vraiment de revenir à cet article de Washington Post, parce que l'Occident comprend qu'il s'est trompé d'une manière tout à fait évidente dans l'analyse, et il ne tire pas des conclusions. Il y a plusieurs fronts qui sont ouverts. À Gaza, ce n'est pas du tout terminé encore, d'une part, et d'autre part, il y a le danger de dérapage qui existe plus que jamais là-bas à propos de l'Iran. Et l'Iran, c'est vraiment les choses absolument imprévisibles. Et puis sur le plan de la chaîne, il y a un autre aspect. Il y a toujours le danger de dérapage là-bas en Asie, parce que les futures élections à Taïwan en janvier peuvent donner aussi une sorte d'imprévisibilité là-bas, et l'escalade là-bas est toujours possible. Vous voyez, dans plusieurs domaines, dans plusieurs directions, il y a les choses imprévisibles qui nous attendent, et je pense que notre intérêt à tous, c'est essayer d'aller vers une sorte de désescalade, renouer le dialogue. Mais malheureusement, on est maintenant au point mort, et c'est ça qui m'inquiète. C'est pour ça que vous savez, je ne suis pas obligé d'intervenir dans les médias, mais quand je le fais, et même avec les publications de ce livre, Diplomate venu du froid, je pense surtout à nos enfants et à nos petits-enfants. Vous êtes inquiet. Nous ne méritons pas cette situation. Mais vous étiez, vous avez été un
non seulement un acteur, mais un témoin privilégié. Vous avez participé à la diplomatie de la Russie, vous parlez plusieurs langues, vous connaissez tous les grands diplomates et tous les grands dirigeants de ce monde, hein, passé et actuel. Vous êtes donc oui, un morceau de cette histoire du monde. Est-ce que vous diriez que, justement, puisque vous avez participé à la fin du communisme, hein, et que vous avez même vous-même créé un parti politique indépendant, que la première erreur était là après la chute du mur de Berlin, qu'on a méprisé la Russie, puisque l'Europe c'est quoi en fait? La France, l'Allemagne et la Russie. Son tropisme naturel, c'est d'être en Europe. Est-ce qu'on l'a pas méprisé? Est-ce qu'on l'a pas finalement poussé dans les bras de l'Asie, dans les bras de la Chine? Est-ce que c'est pas la première fondamentale erreur d'analyse qu'on paye aujourd'hui au prix fort? À ça, je suis très sensible que vous avez relevé ça. D'ailleurs, je décris en détail tous ces péripéties absolument, parce que mon livre, c'est pas seulement, pour vous dire la vérité, c'est pas seulement la diplomatie, c'est aussi les grands personnages de ce siècle que j'ai connu. Vous avez toutes les choses. C'est surtout, puisqu'on utilise le mot surréalisme, j'ai très bien connu Dali, j'ai raconté beaucoup de choses. Mais le sens de ce livre, vous avez trouvé tout de suite. C'est pour ça que je dis qu'il y a le sens de ce livre, c'est l'affinité extraordinaire qui existe et qui existera toujours entre l'Europe et la Russie, entre la France et la Russie, parce que banalement, Tolstoï, Dostoïevski ou Tchaïkovski, ça fait partie de votre cœur comme Balzac, Stendhal ou Napoléon encore, ça fait partie de l'histoire de la Russie. Mais la rupture peut être définitive, c'est ça qui m'a marqué le plus. Oui, parce que vous, en plus, vous êtes... On a poussé la Russie dans les bras de la Chine, et ça ne devait pas se passer. Non. En ce qui concerne les éléments de ça, encore une fois, vous visez absolument juste. Si je raconte ça, j'ai assisté physiquement à deux conversations entre Baker et j'ai eu des bons rapports avec le ministre des Affaires étrangères, autrefois Shevardnadze, ça fait géorgien, et 2 fois formellement, il a dit on ne va pas bouger d'un pouce du côté de la Russe, le temps ne va pas s'élargir. Et après, on a complètement oublié ces promesses et on a considéré que la Russie est morte. Je vais vous dire, une partie de mentalité des conservateurs américains qui sont parfois le vertige de l'arrogance. Ils ont dit qu'on va dominer le monde, vassaliser le monde, le quintessence, tout ça, c'est la fin de l'Europe. Mais détrompez-vous, ils ont aussi le calcul. C'est pas seulement l'erreur, l'Iran, l'Irak, la Libye, l'intervention en Yougoslavie, c'était les étapes. Mais aussi, il y avait dans leur mentalité une illusion que la Russie est terminée, que le chaos en Russie, c'est pas grave du tout. Je vais vous dire, l'alternative, je vous parle, imaginons que demain, il y a le chaos en Russie, qu'ils vont réussir de détrôner Poutine. L'alternative à Poutine, d'ailleurs, c'est pas du tout les démocrates là-bas, mais c'est, ou pro-occidentaux, c'est plutôt Staline qui est l'alternative là-bas. Mais le chaos en Russie, où il y a 6000 têtes nucléaires, c'est la pire des choses. Même, c'est pas dans l'intérêt de l'Occident. Oui, parce que si on relie différents éléments que vous développez, en réalité, en France, alors vous, en plus, peut-être faudrait le dire, vous êtes russo-ukrainien, votre père était un héros. Hein, un très grand Ukrainien. Voilà, un très grand Ukrainien, un soldat. Je crois qu'il y a 11 membres de votre famille. 11 personnes qui sont péris à Stalingrad, sur le front. Voilà. Etc. Tout ça, c'est une chose qui me bouleverse. Et donc vous avez une lecture... La tragédie me bouleverse énormément. Parce que alors justement, vous avez une lecture globale, puisque vous êtes à la fois russe, ukrainien, que vous connaissez par cœur, et puis que vous êtes diplomate, un ancien diplomate, et que vous êtes très au fait de ces questions. Quand vous voyez en France toute cette russophobie qui se développe et cet anti-poutinisme primaire, vous dites-vous, attention, ok, Poutine, j'ai écrit plusieurs livres sur lui, il a bien des défauts, etc. Mais si on n'a pas Poutine y résiste aujourd'hui, derrière, vous dites, c'est pas Helsinki qui va y avoir, c'est pas Gorbatchev,
c'est Staline, parce que ceux qui poussent derrière, ils sont beaucoup plus durs, beaucoup plus jusqu'aux boutistes, et on a tort de vouloir isoler Poutine. Il faut parler avec lui, il faut trouver les voies d'un compromis. Et d'ailleurs, au départ, le président de la République française avait parlé un petit peu, et c'était peut-être le seul point positif de sa politique internationale dont on peine à voir les contours, mais là, pour une fois, il avait dit il faut continuer à parler à Poutine. Et puis, il a passé plusieurs coups de fil, ça a été long, puis on n'en entend plus rien, et puis il semble avoir cédé à la doxa, j'allais dire européenne, de la Commission européenne, qui n'est que, finalement, à la remorque des États-Unis. Et puis là, il parle des discours, il prononce des discours pleins d'emphase, qui sont très loin de la réalité, non ? Vous avez raison aussi. Je dois vous dire, le dialogue, en tout cas, le choix est simple. Le choix, c'est entre la guerre totale. À mon sens, on va plutôt vers ça. Et la guerre totale, c'est la fin du monde. Et un autre choix, c'est un chemin très difficile de dialogue. Je dois vous dire que le raidissement et ce esprit de confrontation qu'un très grand diplomate américain m'a parlé de ça, c'est renouer avec la confrontation de la Russie. Il s'appelait George Kennan, c'est l'invention, vous savez, l'inventeur de la théorie dans l'endiguement. Il m'a dit la plus grande horreur occidentale, c'est de ne pas associer la Russie avec le monde occidental à la base des valeurs judéo-chrétiennes après la chute du communisme. Mais c'est aujourd'hui, quand on pousse, vous savez, quand on fait ce radissement, on fait même le jeu de Poutine, en quelque sorte. Si vous voulez réellement faire vraiment le départ un jour de Poutine, il faut renouer le dialogue et surtout mener le dialogue avec la société russe. Quand on interdit Dostoïevski, comme cette obscure université italienne, interdire Dostoïevski, brûler les livres de Dostoïevski, l'université de Milan et l'après-guerre, aujourd'hui Tolstoï est interdit dans les écoles ukrainiennes et tout ça, c'est que ça fait, la société russe réagit comme ça, et c'est très mauvais pour nous tous. C'est pas seulement le prix de l'énergie, c'est en plus, malgré toutes les sanctions, aujourd'hui l'Allemagne continue à acheter le gaz russe à 60%. Ils sont assurés en gaz russe. Et le résultat de ces sanctions... Et les Américains, de l'uranium enrichi, parce que les Américains ne produisent plus d'uranium enrichi. Des métaux rares pour l'aviation française, toutes ces choses-là. Il faut renouer ça. Et je dis tout souvent que surtout, il faut renouer le dialogue. Je ne parle pas des dirigeants. Il faut renouer, avoir la main tendue à la société civile russe, parce qu'autrement, ce ne sera pas au profit de l'Occident. Ce sera un monde anti-occidental qui va réapparaître. Je raconte souvent, j'étais étonné, il y a cette dame qui dirige la diplomatie allemande, qui est un peu exubérante, et elle proclame qu'elle est en guerre contre la Russie. Après, essayer de corriger le tir un tout petit peu, mais le mal était fait. Et le lendemain, sur le front, là-bas, apparut deux drapeaux. C'est pas le drapeau russe. Le drapeau rouge, le symbole de l'alliance entre la Chine et la Russie, et le drapeau vert. Et hier, encore, c'est confirmé avec cette visite de Poutine dans l'Arabie Saoudite, c'est le drapeau de l'alliance avec les pays arabes, avec l'islam. Où est l'intérêt de l'Occident là-dedans? Payer plus de l'énergie? Où est l'intérêt, disons, même de la culture européenne, coupée de Tolstoï et Dostoïevski? Et finalement, sur le plan pratique, comment on peut construire le monde contre 85% de la population mondiale? Sachant que, comme vous le dites, Poutine, on le sait très peu en France et en Occident, garde des liens avec tout le monde, il discute avec tout le monde. Et il apprécie par exemple Netanyahou, même s'il défend évidemment plutôt la Palestine, hein, pour des raisons stratégiques qui n'est pas besoin de trop de développer, que tout le monde comprend à la lumière de ce que vous venez de dire. Mais il parle avec tout le monde et il ne veut pas d'embrasement et il reste finalement
quand on regarde les choses d'un peu plus loin, alors après on peut dire il a envahi l'Ukraine, c'est insupportable, etc. Moi, on n'est pas dans la morale, hein. Aujourd'hui on est dans la réelle politique, hein, pour essayer avec vous de comprendre, pour que vous nous éclairiez. C'est pas fait de bons sentiments, c'est fait de réalisme, de pragmatisme. Les leçons de morale, ils sont très difficiles à donner quand vous avez tué 1 million de personnes en Irak et sous le prétexte des armes de destruction massive, oui, qui était un mensonge. Quelqu'un m'a raconté ce que Powell, secrétaire d'État américain, a montré aux Nations Unies pour avec sa petite fiole. C'était le tube de lave-vaisselle. Alors vous comprenez, le tube de lave-vaisselle avec les sons de morale, je ne parle pas de la Libye sans avoir de Conseil de sécurité ou encore de la Yougoslavie, s'il vous plaît, les bombardements massifs avec les armes qui ont dit des éléments d'ailleurs très graves pour la population, des éléments nucléaires. Tout ça, c'est les choses qui sont là et qu'il nous faut réfléchir. Et mon message francophile que je suis, vous savez, je suis défenseur partout dans le monde de la culture française, de la langue française, que vous faites avec votre radio, avec beaucoup de brio, mais je dois vous dire, dans l'intérêt de tous, il faut essayer de renouer le dialogue et éviter cette escalade guerrière qui se passe tous les jours. Il ne faut pas sous-estimer ces terroristes que vous avez parlé, les assassinats par là. Il ne faut pas sous-estimer la rhétorique. On dit, c'est juste la rhétorique, c'est juste les philosophes de Saint-Germain et Biden, c'est pas grave, il est gâteux, mais il y a des gens plus responsables derrière lui. Non, tout est grave. C'est très grave et c'est pour ça que je ne cesse pas de dire, nous vivons aujourd'hui le moment le plus dangereux de l'histoire de l'Europe, en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Merci Vladimir Fedorovski, merci Didier Maistre. Je vous ai laissé les manettes complètement, c'était passionnant. Voilà, non, mais bon, ces questions me passionnent et puis c'est vrai qu'on est à l'orée d'événements encore plus importants et on est dans un équilibre du monde métastable et peut-être qu'il faudrait que chacun y réfléchisse et mette un peu de mesure dans ses propos, les postures, ça va un moment, quoi. Merci Didier Maistre. Vladimir Fedorovski, je rappelle que vous êtes l'auteur du Diplomate venu du froid, paru aux éditions Ballant. À très bientôt. C'est son cadeau de Noël. On note.